parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bienvenue à tous, si vous nous rejoignez sur Radio Espace Guinée, le plaisir de vous retrouver tous les jours, vous le savez, du lundi au vendredi, nous décryptons l'actualité pour vous aider à mieux la comprendre, les grandes gueules, ce talk show qui parle de vous, nous le faisons depuis 13 ans avec fierté et avec plaisir de vous servir. Aujourd'hui encore, nous parlons d'autres actualités, d'autres sujets qui focalisent l'attention. Vous allez le comprendre. Le Royaume-Uni et la Guinée développent des liens de coopération dans divers domaines. Le pays a ouvert ses universités aux jeunes Guinéens. La bourse Chevening, mise en place à cet effet, a connu des résultats positifs appréciés par les bénéficiaires. La Grande-Bretagne offre ses possibilités aux futurs dirigeants de la Guinée de créer leur propre réseau mondial et de participer au développement de leur pays. Mais la coopération, c'est aussi dans d'autres secteurs importants sur cette question et la célébration ce lundi de la liberté de la journée mondiale de la liberté de la presse. Nous entendrons l'ambassadeur de la Grande-Bretagne, David Mark Leroy. Il sera avec nous donc dans ce studio. Les candidatures pour les postes de président et de vice-président de la Fédération guinéenne de football sont d'un nombre considérable. Beaucoup d'appétit alors que le Congrès se prépare dans des conditions difficiles. Kelfara Personne Camara qui revient dans la course après avoir renoncé il y a un mois, et Abdoul Karim Bangoura ont déposé ce lundi donc leur dossier. Aboubakar Touré qui conteste la décision de la commission électorale devant les instances internationales du football ne s'avoue pas vaincu. Pendant ce temps, les quatre qui compétissent pour le poste de premier vice-président ne veulent pas se faire de cadeaux, même s'ils ne cherchent pas le premier poste, ils veulent bien faire entendre leurs arguments. La parole ce matin à Alma Missori Silla, président de Soar Academy, un club de Ratoma. Il sera avec nous en studio. Bien évidemment, d'autres sujets viendront meubler cet autre numéro des Grandes Gueules. Vous le savez, l'émission interactive, vous pouvez donc interagir au sujet ici développé en nous écrivant au 657 39 13 13 ou sur Twitter au hashtag espace GG. Nous nous ferons le plaisir de relayer vos différentes réactions dans la deuxième partie de l'émission. Encore une fois, merci de nous rejoindre avec toute l'équipe au complet. Pas au complet, bien évidemment. Il y a d'autres qui nous rejoindront en cours de l'émission. Antoine Kourouma, bonjour. Bonjour Madame So, bonjour à tous. Tout mon soutien à mes co-religionnaires musulmans à qui on a interdit de prier, de pratiquer les 10 dernières nuits. Les prières nocturnes. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Les prières surrogatoires. Surrogatoires. On a tous suivi cette décision de l'Agence nationale de sécurité sanitaire qui interdit aux musulmans de se retrouver les soirs pour cette dernière prière qui pour moi est très importante pour la fin du jeûne musulman. Et cette décision, si ce n'était pas... Quand même incompréhensible, hein? Je ne sais pas ce qui est à la base. C'est un désordre mais total. Les grandes gueules. On accepte des choses pour des entités, on les refuse pour d'autres. Il y a du 2 poids 2 mesures, il y a une certaine injustice dans ce qui se fait. Le dimanche, il y a eu un classico, Oroya à Escaloum. On a autorisé au public de participer à ce match de football. On a tous suivi cette foule qui a pris part à ce match. Une foule compacte qui, sans distanciation, a célébré ou a supporté son équipe selon celui qui les plaisait. Mais au grand étonnement de tous, au grand dam de tous, on envoie une décision qui tombe le lendemain interdisant les prières nocturnes. Alors que, bien avant cela, durant tout le ramadan, les gens ont prié ensemble les soirs. Justement. Les vendredis. Mais surtout en respectant, en tout cas dans certaines mosquées, en respectant les gestes barrières, la distanciation telle que, en tout cas dans mon quartier, justement, les mesures étaient respectées. Quand vous venez, vous n'avez pas de masque, vous n'entrez pas dans la mosquée. On a tous eu les vendredis, on voit des prières se faire en masse. Alors, qu'on me dise clairement, c'est quoi la différence entre ces prières des 10 derniers jours et ces prières de vendredi et celles qui se font depuis le mois du Ramadan a commencé? J'ai envie de comprendre. Dans ce cas, qu'on ne soit pas surpris que le jour du Ramadan, qu'on interdise les prières du matin. Les prières de la fête, j'ai comme l'impression que ce serait interdit. Je ne sais parce pas que nos autorités parfois. Parce que c'est pendant ces prières, apparemment, que le coronavirus... Est-ce que vous êtes parti récemment à Madina? Mais
On y va tout le temps avec les fêtes surtout qui s'annoncent. C'est incroyable. Donc apparemment, c'est la nuit que le virus se promène. Cette pandémie a une heure précise à laquelle elle contamine le plus. C'est pendant les prières de nuit, surtout celles des 10 derniers jours. C'est apparemment ce qu'on veut nous faire croire. Et je me dis que parfois, nos autorités, je me demande à quoi elles jouent. On a un conseil scientifique qui a été mis en place par décret, mais qui pratiquement ne se prononce pas sur les différentes décisions qui se prennent. Est-ce qu'il a à ce niveau, c'est l'ANSS qui a pris la décision. Oui, mais l'ANSS a pris une décision sans se référer. Elle a convoqué la Ligue islamique à qui elle a donné cette décision et qui à son tour l'a imposée à tous. Je me dis que c'est parfois du deux poids deux mesures. Il faudrait que nous réfléchissions davantage à ce que nous prenons comme décision. Il faudrait que ce soit motivé par des arguments solides, par des arguments selon lesquels, à tel moment, on pense qu'il y a une certaine contamination en masse qui peut se faire. Mais si ce n'est pas le cas, s'il n'y a pas d'argument valable, il serait important qu'on nous épargne certaines situations qui peuvent créer de la frustration et qui n'en valent pas la peine. Alors, Daouda, sur la question, est-ce que ce ne serait pas lié à ce bonjour conflit d'abord. Vous ne nous avez pas salué. Hein? Ah oui, Antoine. Le monsieur était en train de répondre à un bonjour. Excusez-moi. Et puis il a pris banalement 10 minutes. Et après Désolé, tout, hein. après 10 tout, minutes pour après répondre tout, à une salutation. après tout, c'est lui qui dit bonjour d'abord. Non, mais bonjour d'abord. Bonjour, Daouda. Bonjour Djadja, bonjour à tous. Inspecteur Colombo, bonjour. Il y a le Bonjour à tous. chocolaté. Oui, comment ça va? Il n'y a pas de football pendant le ramadan. On ne sait jamais, il y a football puisque grandes gueules. c'est chaud au niveau de la fédération. Il y a football. Alors, Jacques Léo, bonjour. Bienvenue. Bonjour madame, bonjour à tous. Et bien évidemment, je suis d'accord avec Antoine qu'il faut appuyer là-dessus. Et ça, ce n'est peut-être pas pour nos coreligionnaires. Forcément, il y a problème. Au fait, depuis que cette pandémie s'est déclarée en mars 2020 dans notre pays, toutes les décisions qui ont été prises par le gouvernement n'ont obéi à aucune logique. Aucune logique. Parce que si on est allé jusqu'à fermer les écoles l'année dernière et on a laissé les marchés ouverts, c'est comme si on se disait que le virus pouvait être, disons, se passer d'un corps sain, d'un contaminé à un autre facilement dans les établissements scolaires que dans les marchés qui sont restés tout le temps bondés parce qu'on sait qu'on ne pouvait pas toucher à cela, c'est pour des raisons économiques. Et vous vous rappelez, il y a des barrages sanitaires qui avaient été érigés à Koya et à Dubreka. On a transformé des agents qui y avaient été postés en de véritables mendiants puisqu'ils prenaient de l'argent avec les citoyens qui sont pour la plupart à Koya mais qui travaillent à Conakry ou qui sont la plupart à Dubreka mais qui travaillent à Conakry. Il y a eu cette dame du ministère de l'administration du territoire qu'on a violenté et qu'on a endommagé le véhicule parce que on lui interdisait, n'est-ce pas, de franchir le barrage. Tout ceci s'est passé ici jusqu'à aller même mettre du gaz lacrymogène dans une mosquée à Kamsar. Ça n'obéit à aucune logique. Et l'interdiction des spectacles rejoint parfaitement cette dernière mesure qui interdit les prières nocturnes. Et quoique depuis le début de ce ramadan, il faut quand même reconnaître que nos frères musulmans partent quand même à la mosquée les nuits. Après, on dit, bon, vous pouvez prier jusqu'à une certaine heure, mais à partir de 1h du matin, vous devez rentrer parce que le coronavirus va venir. Les grandes gueules. Quoique ça n'obéit à aucune logique. Pourtant, il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire, notamment dans le dépistage, dans la vaccination. Je crois que c'est sur ces leviers-là qu'on doit s'appuyer pour vaincre le coronavirus, pas continuer à tuer certains secteurs de l'économie nationale comme ces opérateurs culturels dont les activités ne tournent plus, ou à frustrer, n'est-ce pas, des compatriotes qui, à un moment bien précis du jeûne du ramadan, avaient l'habitude de dormir à la mosquée, à qui on dit vous ne devez pas le faire comme l'année dernière, bien sûr. Alors, Daouda Mohamed, vous avez également suivi cette actualité. Ce communiqué est-il motivé? Ce que moi je n'ai pas compris, c'est que des heures ou un ou deux jours avant, il y avait un autre mémorandum qui a été rendu public par le secrétariat même des affaires religieuses, où il y avait un certain nombre de mesures qui étaient édictées dans l'observation, bien sûr, de ces 10 dernières nuits. Au nombre de ces mesures, le mémorandum disait ceci:
le port de bavettes obligatoire, la distanciation dans les mosquées, l'abstention de se serrer les mains, ouverture des portes et fenêtres des mosquées pour une bonne aération et privilégier la prière sur des esplanades pour les mosquées qui en ont. Réglementation des heures de prière nocturne de 0h à 3h du matin, interdiction de passer la nuit dans des mosquées. Ça, c'est un mémorandum qui était venu et qui a été distillé dans les différentes mosquées. Quelques heures après, c'est se communiquer cette décision qui n'a pas été ou qui n'est vraiment pas compris du grand public. C'est vrai qu'on... Le mémorandum, il est du secrétariat général des affaires religieuses. Le mémorandum, il est du secrétariat général. Alors, qu'on vienne aujourd'hui, c'est bien vrai qu'on veuille aujourd'hui restreindre un peu, je vais dire, le mouvement du virus dans notre pays, qu'on veuille que la chaîne de contamination soit rompue ou soit en tout cas réduite aujourd'hui, mais qu'on le fasse de façon sélective, c'est ce que moi je n'ai pas compris. Aujourd'hui, nous sommes en mois de Ramadan. Les vendredis, par exemple, c'est vrai que c'est pendant ce mois spécial que beaucoup de fidèles se précipitent dans les mosquées. Vous allez dans les mosquées, ce sont des mosquées qui sont remplies, qui sont bondées de monde, et jusqu'à l'extérieur, le monde est là. Et sans aucun respect des mesures barrières, il n'y a pas de bavettes. S'il y en a, il n'y a pas plus d'une vingtaine. Ça dépend des endroits. Il y a pas Les grandes gueules. Non, dans la plus grande partie des mosquées, ou dans la plupart des mosquées, il n'y a pas 20% des fidèles qui y viennent qui portent des bavettes. Il y a des mosquées quand même qui exigent le port des masques. C'est ce que je dis, mais quand vous faites le tour, vous voyez aujourd'hui le taux, il n'y a pas plus de 20% des mosquées qui le font, et régulièrement. Vous allez, la distanciation, c'est pas respecté. On a laissé passer ça. Quand les gens viennent prier à 20h, le nafila, ça se passe comme s'il n'y avait pas de virus. Et qu'on dise aujourd'hui qu'il y a plus de temps qu'on prend à la mosquée avec la prière nocturne, parce que là, si c'est les autres prières, quand on dure beaucoup, c'est peut-être 1h30 minutes et puis ça finit. Mais pour la prière nocturne, là, on prend plus de temps que les autres prières. On peut comprendre qu'on le motive ainsi, mais lorsque cela doit être fait, si on doit autoriser par moment, il faut plutôt passer à l'exigence de ces mesures, du respect de ces mesures. Mais qu'on veuille d'un côté que les choses se passent comme si rien n'en était, mais pour l'autre, on pense que c'est en ces moments-là le virus circule, ça ne peut pas rassurer, même s'il y a une part de vérité dans ce qui a été dit, mais de l'autre côté, il y a d'autres éléments qui ne peuvent pas amener les citoyens à croire vraiment à la véracité de ce qu'on dit. Parce que si on permet le stade de recevoir des supporters, on permet les prières de vendredi et autres de recevoir les marchés, les écoles, ça et là, et qu'on veille aujourd'hui que ce soit dans les mosquées à la prière nocturne, c'est très difficile. Même si ça peut être compris par certains lorsque les motivations sont réelles. La question qui se pose, Moussa Moïse, rapidement, c'est quel est l'élément déclencheur qui a amené à prendre une telle décision? Parce s'il fallait la prendre, il fallait la prendre tout au début du mois de Ramadan. J'ai cherché depuis hier un début de commencement de logique dans ce qui a été dit. J'ai pas trouvé. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé parce que je trouve que il n'y a pas de conformité dans toutes les mesures d'interdiction, de restriction liées à la lutte contre la Covid-19 dans notre pays. Il n'y a pas de conformité. Une mesure qui est dite générale s'impose à tout le monde et dans des milieux qui ont à peu près le même dénominateur commun. Mais vous avez des milieux bondés de monde, comme Daouda le rappelait, qui sont susceptibles d'être des lieux de propagation du virus, qui sont laissés pour compte parce que le gouvernement n'a pas les moyens, comme dans d'autres pays, d'imposer des mesures barrières dans ces milieux-là. Ben, le gouvernement laisse faire. Mais il y a des milieux où il est plus facile de montrer à la face du monde, de montrer à la face de l'opinion publique nationale que le gouvernement se soucie de l'état de santé de ses concitoyens, de l'avancée du virus. Et donc, ce sont des mesures là-bas qui sont imposées à ces concitoyens-là de façon à donner une sorte d'impression au monde extérieur. Je trouve que c'est ce qui explique le dernier communiqué qui a été pris par le secrétariat général aux affaires religieuses. Il n'y a pas de sens, il n'y a pas de sens. En fait, on a créé tellement de variants ici. Nous avons l'ambassadeur britannique qui est là, et le variant britannique. Nous avons chez nous, je parlais hier du variant guinéen, Covid spectacle. Maintenant, il faut ajouter le variant guinéen, deuxième variant guinéen.
le Covid islam peut-être. Parce que là-bas, le virus se propage très vite. C'est très facile qu'on parle de djihadisme. Hein? Oui, mais non, c'est extraordinaire parce que il faut trouver la logique. Il n'y en a pas. Et cette décision de la NSS, allez-y demander à nos scientifiques, réveillons ces scientifiques de leur torpeur, allez-y leur demander. On a un conseil scientifique qui n'a pas été consulté. Est-ce que vous pensez qu'ils ne sont pas écoutés? Non, mais attendez, c'est parce qu'ils ne font pas de travail je vous ai qui dit, permettent de je vous ai dit, ils ont fait un travail. Non. Il n'y a rien de scientifique dans ce conseil scientifique. Rien de scientifique. C'est comme quand je parlais tantôt de la police scientifique. C'était une sorte de pick-up qui résumait la science de cette police. Alors, c'est la même chose au niveau. Pas d'équipement. Une voiture garée. Je dis, où est la police scientifique? On me montre pick-up. Voilà comment ça se résumait. C'est ce combat un peu que la gendarmerie est en train de mener pour avoir un laboratoire moderne de recherche. Depuis combien d'années? Voilà, c'est pas encore fini. Donc, au niveau de notre conseil scientifique, ce sont des hommes et des femmes qui ont peut-être une bonne. Qui ont fait de grandes études en médecine, mais ça ne suffit pas pour être un scientifique. Je suis désolé. Ils ont de la volonté, mais le matériel, c'est pas eux. Exactement, mais la science aujourd'hui va avec ça, avec les technologies. On n'en a pas. Mais sur quelles données scientifiques ils se sont basés? Qu'on nous donne le rapport, l'enquête qui a été menée dans les mosquées, qui démontre que le taux de propagation de Covid-19 dans les mosquées est plus élevé que dans les marchés, est plus élevé qu'ailleurs. Que la science, que notre conseil scientifique nous donne un rapport qui certifie que dans les milieux de le monde des spectacles, la Covid-19 se propage plus vite qu'au stade où les matchs de football se font. Qu'on nous donne des données de ce genre. Les mosquées sont les endroits les moins concernés par la propagation du virus. C'est pas possible. Parce que là, vous venez d'abord dans un état de pureté, de sainteté, et vous venez prier qui? Pas le démon, Dieu, qui doit nous aider aussi à lutter contre le virus. Donc on ne peut pas en faire quand même des endroits de propagation du mal. Je ne peux pas comprendre cette décision-là. Et ensuite, on peut imposer la distanciation. On se lave les mains avant de venir à la mosquée. C'est 5 fois par jour, bon sang de Dieu, quand vous voulez faire une prière. Alors, quand même qu'on arrête un peu. Je trouve que, je finis par cette phrase, il faut que le secrétaire général ait un peu de courage. Je trouve que c'est une réforme qui sera faite peut-être dans les années à venir, mais on ne peut pas rattacher la religion aux politiques. C'est pas possible. Si les politiques gèrent nos religions, il y a un véritable problème. Il faut un haut conseil quelque part où les religieux eux-mêmes tiennent compte de leur livre saint et comment s'autogérer, mais dans ces conditions-là, vous voyez souvent on nous envoie des sermons dans les mosquées où il y a des phrases qui sont dissimulées dedans pour dire 3e mandat, 3e nambara. Alors, l'imam, quand il arrive au niveau de ce chapitre, il dit, parce que les fidèles le regardent. En cas de cas, il peut y avoir une révolte. Donc, il faut que ces mosquées, il faut que le conseil, le secrétaire général prenne ses responsabilités et qu'ils aient leur indépendance. Nous sommes un pays laïque. Attention, on est un pays laïque. Non, oui, mais qu'ils prennent leurs responsabilités. Un pays laïque, c'est quoi? C'est que tout le monde a une religion. Même si tu n'as pas de religion, tu as une religion. Parce que tu ne pries personne. Mais tu as une religion, exactement. Donc, il faut qu'ils sortent du carcan du gouvernement qui ne peut pas continuer donc à gérer nos différentes mosquées, nos différentes églises en fonction de leurs humeurs. Décision incomprise. Les grandes gueules continuent sur Espace TV. On fait moins sa maline maintenant, hein? Allez, tiens, ça c'est pour les gâteaux brûlés, et ça c'est pour les éviers bouchés, et ça c'est... T'as pété un boulon ou quoi? Je t'avais demandé de refaire la cuisine, pas de la détruire. Mais non, t'inquiète pas. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média, et si vous commenciez maintenant? Le Royaume-Uni et la Guinée développent des liens de coopération dans divers domaines. Le pays a ouvert ses universités aux jeunes Guinéens. La bourse Chevening mise en place à cet effet a connu des résultats positifs appréciés par les bénéficiaires. La Grande-Bretagne offre des possibilités aux futurs dirigeants de la Guinée de créer leur propre réseau mondial et de participer au développement de leur pays. Mais la coopération, c'est aussi dans d'autres secteurs importants. Sur cette question et la célébration ce lundi de la Journée mondiale de la liberté de la presse, nous entendrons dans un instant l'ambassadeur de la Grande-Bretagne ici à Conakry, David Marc Leroy. Il est avec nous en studio. Les candidatures pour les postes de président et de vice-président de la Fédération guinéenne de football sont d'un nombre considérable. Beaucoup d'appétit alors que le Congrès se prépare dans des conditions difficiles. Kerfa la personne Camara qui revient dans la course après avoir renoncé il y a un mois et Abdul Karim Bangoura ont déposé ce lundi leur dossier. Aboubakar Touré qui conteste la décision
décision de la commission électorale devant les instances internationales de football ne s'avoue pas vaincue. Pendant ce temps, les 4 qui compétissent pour le poste de premier vice-président ne veulent pas se faire de cadeaux. Même s'ils ne cherchent pas le premier poste, ils veulent bien se faire entendre et en faire entendre leurs arguments. La parole ce matin à Alma Missouri-Silla, président de Soar Academy, un club de Ratoma. Et donc, on va recevoir notre invité en studio, l'ambassadeur de la Grande-Bretagne, monsieur David Marc Leroy. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci. Bien. Allez-y, Moussa Moïse. Oui, monsieur l'ambassadeur, nous savons que la Grande-Bretagne, c'est une longue tradition liée donc à la liberté de la presse. Les médias britanniques sont très appréciés de par le travail qu'ils font, mais il y a toujours des difficultés à ce que la liberté de la presse soit vraiment effective dans l'ensemble des pays, même les pays développés. Il y a toujours des couacs, il y a toujours quelques violations quelque part. Alors, comment votre pays a donc accueilli cette nouvelle célébration et un parallèle peut-être avec le nôtre, parce que vous êtes ici depuis quelque temps déjà, et comment vous voyez l'évolution de cette lutte pour la liberté de la presse dans notre pays? Merci beaucoup. Tout d'abord, je dois vous remercier pour cette invitation d'être avec vous ce matin. C'est un bon exemple de la liberté de la presse que vous êtes prêt d'accueillir l'ambassadeur du Royaume-Uni. Et c'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous. La liberté de la presse est un sujet très très important, et pour le gouvernement britannique et pour l'ambassade britannique en Guinée, c'est important pour nous de travailler avec le gouvernement guinéen et les médias en Guinée d'aider à promouvoir la liberté de la presse. Et le 3 mai, c'est une bonne occasion de renforcer le message. L'année dernière, nous avons organisé en partenariat avec le gouvernement guinéen un projet pour la formation des journalistes pour promouvoir la liberté de la presse, et notre travail dans ce domaine va continuer. Dans tous les pays, on doit... c'est normal d'avoir un débat sur la liberté de la presse, même au Royaume-Uni. Bien sûr. Nous avons un débat, par exemple, sur l'importance de la protection de la vie privée des personnes. Et même si nous encourageons la liberté de la presse, ça ne... Ça a des limites, vous voulez dire? Il y a des limites. Il y a des limites, oui. On n'est pas permis de tout faire. Oui, on ne peut pas promouvoir les crimes, par exemple, et il y a des limites sur la liberté? Dans l'exercice du métier, il y a des limites. J'ai donné l'exemple de la protection de la vie privée de certaines personnes. Ça débat continue dans tous les pays. Mais en général, nous encourageons l'importance d'une presse libre. Et dans notre pays, dans les années récentes, il y avait des changements. Il y a beaucoup de nouvelles médias sur Internet, par exemple. En général, c'est bon de promouvoir les opportunités d'avoir des débats et de la liberté de l'expression. Quand vous parliez tout à l'heure de la coopération, vous dites vous êtes en train de travailler avec le gouvernement guinéen en vue de mettre en place un projet qui pourrait aider les journalistes à se former. Est-ce que c'est quelque chose déjà d'acté? C'est déjà fait? L'année dernière. Oui. C'était l'année dernière. C'était l'année dernière. Le projet particulier a terminé, mais la coopération avec le gouvernement guinéen va continuer. Micro. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Oui. Justement, je voulais dire, parce que l'année dernière, vous avez organisé cette formation pour les journalistes. Est-ce qu'il y a d'autres projets dans ce sens pour appuyer les hommes de médias guinéens?
En ce moment, nous n'avons pas des plans pour des projets spécifiques, mais en général, c'est important pour moi de continuer de sensibiliser les journalistes, le gouvernement, la population guinéenne et bien sûr mes collègues à Londres sur l'importance de la liberté de la presse. Et une occasion comme ça ce matin est très importante pour moi de bien comprendre la situation pour les journalistes en Guinée. Bien, allez-y Daouda Mohamed. Alors, poser la question de la démocratie aujourd'hui, c'est bien, avec son baromètre, bien sûr, la liberté de la presse. Mais pour beaucoup, quand on parle de la liberté de la presse, notamment dans notre pays ou dans d'autres pays africains, voulant se comparer par exemple à la France, à la Grande-Bretagne ou aux États-Unis, beaucoup pensent que c'est un rêve pour les Africains. Est-ce qu'en arrière, vous par exemple qui êtes britannique, est-ce que vous pouvez faire un parallèle entre la presse guinéenne aujourd'hui, la liberté de la presse en Guinée aujourd'hui et en Grande-Bretagne 30 ans derrière? Dans tous les pays, il y a un débat sur la liberté de la presse. Et certains pays se sont dans une différente position sur cet débat. Bien sûr, je suis ravi d'être libre maintenant ce matin de parler avec vous. Et, ça montre qu'il y a une certaine liberté de la presse en Guinée. Chaque pays doit mener son propre débat. Et c'est pas pour l'ambassade britannique de vous d'insister sur ça, c'est un discours diplomatique. Oui. Alors, ce que mon collègue veut dire, je crois, est-ce qu'il arrive chez vous, par exemple, qu'il y ait des cas de poursuite sur des journalistes, par exemple, pour des cas de diffamation ou d'autres infractions liées à leur profession? Est-ce qu'il y a des cas? On a vu quand même qu'il a été difficile de protéger un lanceur d'alerte. Julian Assange qui a trouvé refuge chez celui, bizarrement, que vous qualifiez de dictateur. Donc, c'est un peu extraordinaire. Nous avons en Angleterre, par exemple, une séparation entre les médias et le processus judiciaire. Et bien sûr, il y a des procès contre des journalistes s'il y a une infraction. Ça, c'est normal. C'est la question d'avoir des institutions qui peuvent promouvoir la liberté de la presse et au même temps de régler la presse. Bien, de réguler. De bien réguler. Bien. Allez-y Antoine. Oui, nous savons que cette venue à Espace est une première pour vous dans les médias guinéens, oui. Mais à distance forcément vous avez pu observer le fonctionnement des médias en Guinée et quelques informations qui vous sont relayées parfois. Qu'est-ce qui vous parvient généralement par rapport à la pratique du métier dans notre pays? Est-ce que vous avez fait un constat lié de manière particulière à la profession telle que pratiquée en Guinée? Pendant mon temps en Guinée, la période, j'ai eu des bons contacts avec certains journalistes et toujours je les encourageais dans leur travail. Je comprends que c'est pas facile et pendant cette visite j'ai appris certaines difficultés et la situation a été tendue de temps en temps. Mais en général, vous avez beaucoup des excellents journalistes. Je voudrais les encourager dans leur travail important. Hier, c'était le 3 mai, c'était la journée dédiée à la liberté de la presse. Vous avez forcément eu des temps de travaux avec les autorités guinéennes. Qu'est-ce qui vous a marqué durant cette journée d'hier? Est-ce que des propos ont été tenus qui sont encourageants? Il y a par exemple ce rapport de Reporters sans frontières où la Guinée en 2020 était 110e dans le classement. Aujourd'hui, on est 109e. Est-ce que pour vous, c'est un signe annonciateur d'une presse libre demain, d'une presse émergente dans le pays? J'ai l'impression d'une presse émergente dans le pays libre, mais mon expérience est très limitée. Et pour cette raison-là, les discussions comme ça sont très importantes pour moi.
Il y a des avancées dans le domaine de la liberté de la presse. La L02 qui dépénalise. On est l'un des rares pays de la sous-région quand même qui dispose de ce texte. Mais un texte dont le contenu n'est pas souvent respecté parce qu'aujourd'hui, nous avons des journalistes qui sont en prison. Ça vous fait quoi d'apprendre de pareilles informations? Est-ce que votre pays peut s'impliquer, notamment, peut-être, pas d'ingérence, mais pour faire de la médiation en pareilles circonstances pour faire en sorte que ces journalistes jouissent de leur liberté? La position du gouvernement britannique en général est de promouvoir la liberté de la presse partout dans le monde. Et hier, j'ai posté sur les réseaux sociaux, par exemple, les messages du gouvernement britannique sur l'importance de la liberté de la presse. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Je n'ai pas assez d'expertise de commenter spécifiquement sur les cas de détention en Guinée. Ça c'est hors de ça relèverait de l'ingérence. Une question, par exemple, dans le domaine de la coopération, notamment sur l'éducation, avec le programme Tchéouni, c'est cette bourse-là que votre gouvernement accorde aux jeunes cadres guinéens. Il y a plusieurs promotions que vous avez déjà fait voyager. Est-ce que c'est un programme qui continue et quel retour vous avez déjà par rapport, bien entendu, à ceux qui ont été faire leurs études post-universitaires en Grande-Bretagne? La bourse qui s'appelle Chevening, c'est une bourse très prestigieuse du gouvernement britannique pour encourager les étudiants dans certains pays, y compris en Guinée, pour étudier au Royaume-Uni pour un an, après avoir eu 2 ans d'expérience professionnelle en Guinée. Et j'ai eu le plaisir d'avoir beaucoup de contacts avec les anciens boursiers en Guinée. Il y a une alumni des anciens boursiers. Ils sont nombreux? Quels sont les chiffres? Oui, peut-être en ce moment, peut-être 20%. Une vingtaine. Une vingtaine de personnes. Et j'ai des contacts avec tous les anciens boursiers. Et en général, ils rentrent en Guinée pour aller dans les rôles avec un impact, une influence sur le pays, dans le gouvernement, dans l'industrie, dans les ONG ou les organisations internationales en Guinée. Et c'est une très très bonne opportunité de renforcer les liens entre le Royaume-Uni et la Guinée. Et c'est une opportunité également pour offrir aux étudiantes guinéennes qui parlent anglais, qui voudraient étudier en Angleterre, une très très bonne expérience. Et dites-nous peut-être pour terminer, la bourse est ouverte depuis quand et qu'est-ce qu'il faut pour y accéder? Parce que peut-être l'information n'est pas là pour ceux qui veulent postuler. Et quelles sont vos perspectives aujourd'hui avec le gouvernement guinéen? C'est très très important pour nous de promouvoir toutes les informations sur la bourse de Chevening et normalement environ, je pense, novembre, les applications sont ouvertes pour les étudiants. C'est sur le site? Oui, toutes les informations vont être promulguées par l'ambassade sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez m'inviter encore, je serai ravi de parler de plus exactement sur cette question. Très bien, il n'y a pas de souci. Un mot quand même rapidement sur le Brexit. Vous êtes allé jusqu'au bout. Vous avez coupé ce pont avec l'Union européenne. Comment est-ce que vous vivez aujourd'hui cette étape importante dans la vie du Royaume-Uni? Est-ce que c'est un choix que vous assumez pleinement? C'est vraiment une étape important pour
les relations entre le Royaume-Uni et l'Europe. Et nous avons l'opportunité maintenant de former notre propre relation avec le gouvernement guinéen hors de l'Union européenne, mais au même temps de continuer avec des très bonnes relations avec notre partenariat dans l'Union européenne. Et c'est le cas même en Guinée. Bien. Monsieur David McLeroy, ambassadeur de la Grande-Bretagne en Guinée, merci d'être passé dans ce studio. Merci à vous, c'était un grand plaisir. Bien, c'est un plaisir de vous recevoir. Nous continuons donc le cours normal de cette émission. Bien évidemment, dans quelques minutes avec Moussa Moïse, inspecteur Colombo, qui a d'autres dossiers sous la main, bien évidemment, après le départ de monsieur l'ambassadeur. Sur Radio Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur Espace, tous les matins 9h-11h. Merci de nous rejoindre. Si vous venez de le faire, vous êtes chez les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. On ne fait rien comme les autres, vous avez dû le constater. Merci de nous écouter sur Fraternité FM du côté de Mamou et sur Bambou FM du côté de Farana. Sur nos antennes régionales, bien évidemment, relaie également cette émission. Merci de votre fidélité. Nous continuons les Grandes Gueules avec vous, Moussa Moïse Silla. Oui. Vous avez un dossier, bien évidemment, sur le projet Swapiti, les souffrances des employés. Les souffrances des employés, parce que au début de leur réclamation, on n'avait pas très bien cerné ici ce pourquoi ils se plaignaient. Les personnes déguerpies, ces habitants qui ont été touchés par le projet Swapiti. Donc certains ont été réinstallés certains ailleurs. Mais de ce que nous avions appris sur la réinstallation et du constat sur le terrain, il y a vraiment une véritable différence. C'est pourquoi nous avons cherché à comprendre. Et les deux documents volumineux que vous voyez sur cette table, ce sont les documents qui sont des plans d'études, les plans d'action de la mise en place réellement de ce plan de cette réinstallation. Les grandes populations déplacées. Qu'est-ce que ces populations devraient recevoir? Quelles sont les compensations que le projet devrait leur apporter? Quels sont, par exemple, les nombres d'arbres fruitiers productifs, non productifs qui ont été répertoriés? À combien chaque arbre a été compensé? Les bâtiments à construire, c'est à quel coût? Et quel était un peu le standing de ces bâtiments? Donc, tout a été pris en compte ici. Donc, c'était très facile. C'est volumineux, voilà. Ça, mais je ne suis pas M. Koli Goipogi. Moi, ça n'a tout l'air. Non, pas du tout. Moi, je n'ai pas les documents de tout le monde ici. Ah, donc, vous avez ce projet qui est là. Swapiti, comme je l'ai dit, ce n'est pas petit. Swapiti, c'est un méga projet d'aménagement hydroélectrique sur le fleuve Concouré, principal fleuve côtier de la Guinée, d'une longueur de 365 km. Il tire sa source, donc à proximité de Mamou, drainant une superficie totale de 17 000 km². Le réservoir de ce barrage a une superficie de 312 km², dont les impacts touchent 4 localités: Dubreka, Kindia, Pita, Télémélé. Et cela donc a nécessité la réinstallation de près de 16 000 personnes reparties dans 2100 ménages qui ont perdu, au nom de l'intérêt commun, au nom de notre bien commun, qui ont perdu leur habitat permanent, qui ont perdu leurs terres cultivables, qui ont perdu leur infrastructure routière, notamment une partie de la route RN24, qui ont perdu leurs biens culturels et le risque d'érosion de leur pouvoir coutumier, qui également ont perdu bien d'autres choses qui ne peuvent pas être évaluées. Vous avez l'étude socio-économique sur l'ensemble de la zone touchée par le réservoir qui révèle un taux de scolarisation dans la zone de 36,7%. Le revenu moyen par unité de consommation dans la zone impactée par le projet est estimé à 1,18 $ par jour, ce qui place la population de cette zone en dessous du seuil de pauvreté défini par la Banque mondiale à aux alentours de 1,9 $ par jour. Donc c'est donc un lourd sacrifice, cher payé par ces populations, dont 86,6% étaient propriétaires de leur logement et qui pratiquaient comme activité économique principale l'agriculture, représentant 64% des ressources des ménages. Donc, face à un tel enjeu, la réinstallation de ces populations apparaît alors comme un élément central qui, bien mené, pourrait amenuiser le préjudice immatériel et matériel subi
du fait de leur déplacement. Donc ça aurait pu compenser un tout petit peu, soulager ces populations-là. Quand vous perdez un cimetière, vous avez vos grands-parents qui sont enterrés depuis des générations. Vous perdez un lieu, par exemple, où vous adorez les génies depuis des siècles. Quand vous perdez ces éléments-là, je pense qu'il n'y a aucune enveloppe financière qui puisse les remplacer. Ou bien les domaines où on pratique les travaux champêtres. C'est pas possible. Donc, ainsi, le coût global du plan de réinstallation a été estimé à 1320 milliards de francs guinéens, valeur 2016, incluant le remplacement de la RN, de la route nationale 24, ce qui donnait, selon les études menées par Tractebel, l'entreprise française qui a fait ce travail, à 5 580 $ par personne déplacée. Donc, vous avez le projet qui a estimé les coûts de construction, par exemple, des logements de 2 pièces à 80 millions, de 3 pièces à 130 millions, de 4 pièces à 150 millions, de 5 pièces à 170 millions, et le coût des latrines en annexe a été estimé à 20 millions de francs guinéens. Donc, ce document-là, c'est vraiment ce qui a été fait, un travail sérieux qui a été mené sur le terrain, même en utilisant les satellites, pour savoir quelles sont les populations touchées, comment agir de telle sorte qu'il n'y ait pas de population qui va être abandonnée à elle-même, qui va tomber dans l'extrême pauvreté après ce barrage, parce que ce barrage a été construit par la volonté du gouvernement pour donner de la lumière, et qui parle d'électricité parle de développement. Donc ce barrage ne peut pas, ça serait un paradoxe que ce barrage soit le début d'une descente aux enfers pour ces populations-là. Ça aurait dû être plutôt une sorte de départ vers le développement, de départ vers l'autosuffisance pour ces populations-là. Donc, ils ont répertorié les différentes pièces et les coûts ont été mis. Ils ont également, au niveau des infrastructures, prévu ce qui suit. Les écoles primaires de 3 classes plus logement, ils ont estimé les coûts, 400 millions. Collège plus logement, 1 milliard. Centre d'alphabétisation pour ces populations, 400 millions. Les infrastructures de santé avec équipement, poste de santé, 350 millions. Centre de santé, 945 millions. Les forages, 97 millions. Les puits améliorés, 23 millions. Au niveau des infrastructures de transport, la route nationale bitumée qu'ils avaient prévu, la RN24 dont je parlais, 5 milliards de francs guinéens le kilomètre. Vous avez les pistes standards, 500 millions. Les pistes standards C à 300 millions. La maison des jeunes, 600 millions. Mosquée, 300 millions. Marché, donc tout était évalué, tout a été et prévu. Évalué et prévu pour ces populations. Parce que ce document, les populations qui font ces réclamations n'ont pas accès à ces documents-là. Ils n'ont pas accès. Mais il faudrait qu'elles soient informées de ce qui avait été prévu pour elles. Ce qui avait été prévu pour elles pour la réalisation de ce projet. Cette évaluation n'a pas été faite en l'absence de l'État. Non, pas du tout, bien entendu. Ça n'a pas été fait en l'absence de l'État. Vous avez cette entreprise qui est une entreprise dense connue dans le domaine, qui a fait donc le travail et qui a mis à la disposition du financier donc de CWE de la partie chinoise, mais également de l'État guinéen qui s'occupait de la partie réinstallation. Vous avez ce document, c'est une sorte de boussole d'action pour tous les mécanismes de réinstallation de ces populations. Tout a été pris donc en compte. Pour les pertes, par exemple, des exploitations d'une culture annuelle, cela a été ramené à l'hectare, qui correspond à une indemnité moyenne de 4,18 millions de francs guinéens par hectare, soit 464 $ par hectare. Tout cela a été prévu. Même pour les cultures pérennes, les arbres fruitiers, productifs et non productifs, ont été tous calculés et prévus dans le coût d'indemnisation. Je prends juste l'exemple des orangers. Vous avez un total de 27 856 503 500 francs guinéens qui a été donc prévu. Il y a un total juste pour les orangers. Exactement. Il y a un total de 89 458 arbres non productifs répertoriés, 486 887 arbres productifs répertoriés, pour un coût global, en ce qui concerne donc les arbres, de 259 736 10 589 francs guinéens. C'était pour le rappel. Maintenant, la seconde partie, je vous expliquerai que entre ce qui a été écrit, ce qui a été prévu et ce qui a été fait, c'est la distance entre le ciel et la terre. Tout un océan. Voilà. Bien, il parle avec des chiffres, avec précision et concision. Tout a été prévu, mais qu'est-ce qui a été fait? La réponse dans la deuxième partie. Nous revenons dans un instant après la pause. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk-show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV.